Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce dimanche 3 juin. Voici les titres. La directrice régionale Afrique de l'OMS fait le point de ses activités au ministre africain de la Santé à Genève en Suisse. C'était lors de l'Assemblée mondiale de la santé qui vient de refermer ses portes. L'OMS en Afrique a mis l'accent sur la lutte contre les épidémies. Le dossier de ce 20h se penche sur le projet filets sociaux productifs mis en place par le gouvernement pour aider les populations démunies des zones rurales. Un an après le lancement, quels sont les impacts sur les bénéficiaires? Nous irons dans la région du Tompi pour faire le bilan. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur les populations en Côte d'Ivoire causent d'énormes dégâts matériels. Dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera à Toban, une voie très fréquentée au quartier Zinsou menace de céder sous la pression de l'eau. Les populations inquiètes appellent à l'aide. Près de 47 migrants ont trouvé la mort suite au naufrage d'un bateau au large du sud de la Tunisie. 68 personnes ont été secourues. Les opérations de sauvetage étaient en cours ce dimanche pour retrouver les disparus. Soyez la bienvenue sur RT1. Les responsables du PDCI RDA du Moronou, sous la conduite de l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile, cadre de la région, sont d'accord sur l'accord politique du RHDP. Une réunion s'est donc tenue ce dimanche à Bongouanou en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Pour le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, cet accord est très important, ce qu'il réunit tous ceux qui se réclament des idéaux de paix et de développement de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin dans nos prochaines éditions. L'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Kandessu, a achevé sa visite hier samedi en Côte d'Ivoire. Son séjour a été marqué par plusieurs activités. À Yamoussoukro, il a visité en compagnie du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique l'hôpital Saint-Joseph-Moscati. Il a pu s'imprégner donc du dispositif médical, des équipements aux normes internationales dédiés aux populations pour des soins de qualité. Et loin de la Côte d'Ivoire, à Genève, en Suisse, la directrice régionale Afrique de l'OMS a fait le point de ses activités au ministre africain de la Santé. C'était lors de l'Assemblée mondiale de la santé qui vient de refermer ses portes. L'OMS en Afrique a mis l'accent sur la lutte contre les épidémies et la redynamisation de son bureau régional. Mamadou Kassi revient de Genève. Il s'agissait pour la directrice régionale de l'OMS Afrique de faire le bilan des 2 années d'activité au ministre en charge de la Santé. Le docteur Moeti Rebecca a présenté le tableau des 2 années d'activité, des actions portées essentiellement sur la redynamisation du bureau Afrique de l'OMS. Face à son auditoire, la directrice régionale de l'OMS Afrique a fait cas également des actions engagées dans la lutte contre les pandémies et surtout les épidémies qui ont frappé le continent africain ces 2 dernières années. Nous avons pu vraiment arriver à, s'il y a une alerte d'une épidémie qui commence quelque part, à être sur le terrain très rapidement parce qu'il y a un fonds qui a été doté à l'OMS pour de premières réponses. Pour l'avenir du système sanitaire africain, le docteur Moeti met un accent particulier sur la coopération décentralisée avec le renforcement de la collaboration entre les structures étatiques et les partenaires au développement ainsi que les ONG. Il faut savoir qui va faire quoi, il faut définir des priorités du pays, il faut faire un plan et demander à tout le monde d'amener leurs appuis dans le cadre de ce plan. La première responsable de l'OMS du continent africain félicite le gouvernement ivoirien pour ces initiatives qui constituent pour elle un cas d'école en Afrique, en vue de rapprocher davantage les populations des centres de santé. La Côte d'Ivoire a décidé d'améliorer la performance des districts sanitaires parce que c'est sur la base de ça que nous allons arriver à élargir la couverture de services de la santé pour toute la population. Les ministres africains de la santé ont salué les efforts consentis par l'OMS pour améliorer davantage son appui aux pays africains. Ils s'engagent tous à accompagner l'équipe du docteur Moeti Rebecca dans l'atteinte de ses objectifs, tout en assurant la santé pour tous sur le continent africain. Notre dossier de ce 20h nous conduit dans l'ouest ivoirien, précisément dans la région du Tompi où les populations bénéficient du projet filets sociaux productifs. Ce projet a été mis en place par le gouvernement pour aider les populations démunies des zones rurales. Un an après le lancement, quels sont les impacts sur les bénéficiaires? Notre correspondante Eve Boué est allée à la rencontre des populations rurales de la région du Tompi. Cette année, vraiment, ça a trop chauffé sur moi-même.
Ma femme a été malade. À cause de moi-même, j'ai eu à perdre un enfant, tout ça là. On a beaucoup de problèmes pour mettre les enfants à l'école. C'est dans saison pluie, il n'y a pas l'argent. Bon, souvent, on se débrouille, on coupe graines pour vendre les grains avant d'avoir 500 mètres ensemble, juste à ce que... Mais ça ne suffit même pas même. Après ça, pour se nourrir encore, bon, c'est la même chose. Nous vivons difficilement. Avec le métier que j'ai au village, vraiment, ça ne rapporte pas. Et puis avec la scolarisation, c'est très difficile pour nous. On essaie de vraiment tirer de gauche à droite. L'accès à la sécurité alimentaire, à la scolarisation des enfants et aux soins de santé constitue un combat perpétuel pour Jean-Paul, Germain et Parfait, tous chefs de ménage, respectivement de 14, 20 et 9 personnes. Ils vivent à Douélé, une localité située à 21 km de Mans, dans la région du Tonkouy. De par leur situation de précarité, ces ménages sont retenus pour bénéficier du projet Filet socioproductif. Financé par la Banque mondiale avec 25 milliards de francs CFA, ce projet cible les familles vulnérables ayant en leur sein un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans et une ou des femmes enceintes. Pendant 3 ans, 35 000 ménages issus des zones centre, nord et ouest recevront une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA via transfert électronique. L'objectif est d'améliorer les revenus de ces personnes. Avec cette somme-là, il y a d'abord la santé qui est là. De deux, on doit essayer de voir le cas de nos enfants qui vont aller à l'école. Le jour qu'on m'a annoncé que je figure sur la liste des bénéficiaires, vraiment, c'était une grande joie pour moi. Une très grande joie pour moi parce que je sais que ça va nous soulager un peu. Sincèrement, je dis merci au gouvernement. Ce programme a été lancé en mars 2017 pour la phase pilote avec 5 000 bénéficiaires et en décembre 2017 pour la phase de mise à l'échelle avec les 30 000 ménages restants. Plus d'un an après sa mise en œuvre, le projet Filet socioproductif a déjà impacté positivement la vie de nombreuses communautés bénéficiaires, comme ceux de Bouleux et de Koyatro-Gbepleu, 2 villages de la commune de Danandé. Ce projet, vraiment, c'est un bon projet. Quand je reçois les 36 000 francs, j'ai actuellement 5 enfants. Enfin, 4 enfants sont à l'école, plus l'enfant de ma nièce qui est à l'école aussi. J'ai réussi à payer leur scolarité cette année. Et je reçois aussi à payer les habits des enfants à la maison, la nourriture à la maison aussi. Cette somme m'accompagne et ça fait que vraiment je nourris bien ma famille, je gère bien ma famille. Quand le projet est arrivé, vraiment actuellement il y a un grand changement. Les enfants sont heureux, les femmes sont heureuses parce qu'avec le petit fonds qu'on reçoit, on te donne des idées. Ah, ils peuvent manger poisson, me donne l'argent des pommades, me donne aussi, je suis très content. Les montants alloués, en plus de subvenir aux besoins élémentaires, sont aussi utilisés par certains bénéficiaires pour assurer l'autonomie du ménage. J'ai pris pour faire une petite tablette pour mon épouse, elle se débrouille dedans aussi actuellement. Elle vend poisson sec, les oignons. En outre, des initiatives spontanées communes pour faire profiter toute la communauté naissent. À Koyatro-Gbepleu, village de la phase pilote, les 40 bénéficiaires ont créé une association. Ils cotisent 1 000 francs par allocataire par trimestre et investissent dans des projets agricoles communs. Grâce à cela, le directeur de l'école du village pourra résider sur place. Cette année, nous avons eu à s'organiser pour la construction et le logement d'un directeur d'école, de notre école. À Bouleux, les 73 bénéficiaires ont emboîté le pas à ceux de Koyatro-Gbepleu. À partir des cotisations de leur association, ils réalisent de la polyculture sur une superficie de plus de 2 hectares et prévoient désengorger l'école. Aujourd'hui, nous avons une école de 3 classes. Nous avons beaucoup d'enfants. Jumeler toujours les classes, ça ne nous arrange pas. Si demain le projet continue et que nous restons toujours ensemble, nous pouvons aider aussi le village à construire au moins de l'école. Toutes ces initiatives qui participent au renforcement de la cohésion sociale sont saluées et encouragées. Dans le long terme, pour pérenniser les acquis, des mesures d'accompagnement sont prévues. Et dans cette phase des mesures d'accompagnement, nous allons assister et les bénéficiaires du projet, les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Les bénéficiaires indirects, je veux dire que
les villages qui sont déjà choisis, il y a dans ces villages-là des personnes qui n'ont pas été choisies directement pour recevoir de l'argent. Mais quand nous allons commencer les mesures d'accompagnement, tous ceux-là vont bénéficier bien entendu des mesures d'accompagnement de ce projet-là. Le projet Filet socio-productif s'inscrit dans la stratégie nationale de protection sociale du pays. Il couvre la période 2017 à 2020. Dans la région du Tonkpi, ce sont au total 122 villages touchés avec 9 729 ménages bénéficiaires. Voilà, filets sociaux, un an après, quel impact sur la vie des bénéficiaires dans la région du Tonkpi? C'était un sujet réalisé par notre correspondante sur place, Eve Boué. Ici, à Abidjan, le directeur général des douanes, Pierre-Alphonse Da, était l'invité de la 3e édition de la plateforme d'échange dénommée la matinale de la modernisation. Il s'est prononcé sur les applications développées par les services douaniers. Il s'agit de services destinés à simplifier les procédures et surtout à accroître les performances, comme nous l'explique l'enseigne Bakayoko. La numérisation des services offerts par la douane, axe important de modernisation, est un levier efficace de simplification des démarches des opérateurs et un soutien à la compétitivité des entreprises. Les initiatives prises dans ce domaine visent à satisfaire les attentes des usagers clients, à offrir un service de qualité et à améliorer la gestion publique. Il s'agit de réduire considérablement l'usage du papier ainsi que l'intervention humaine. Des dispositions ou des mesures telles que la signature électronique, la suppression du dépôt physique de déclaration, le paiement électronique des droits et taxes, qui sont des projets qui sont en cours sur lesquels un travail de fond doit être fait. Ces efforts de modernisation de l'administration douanière ont permis d'obtenir de nombreux résultats, notamment au niveau décisionnel, où un applicatif mis en place permet aujourd'hui de suivre au quotidien les performances des services en relation avec les objectifs de recettes. Nous nous sommes dit, mais écoutez, si le ministre veut suivre et qu'il n'est pas à son bureau, de quelles possibilités peut-il disposer? On va mettre le décisionnel sur ce qu'on appelle le décimobile. Au titre de la simplification des procédures et de lutte contre la fraude, il a également été créé le guichet unique du commerce extérieur, une plateforme informatique qui centralise l'ensemble des opérations. On ne saurait être efficace en restant cloisonné. Ce n'est plus possible au XXIe siècle. Alors, nous avons pensé qu'il était indispensable de nous interconnecter avec les administrations, les structures avec lesquelles nous travaillons le plus. Grâce à toutes ces réformes, les recettes douanières sont passées de 973 milliards en 2012 à 1723 milliards de francs CFA en 2017. Cette autre question, quel est le rôle du centre d'alerte précoce? Le sujet a été évoqué au magazine du dimanche, au journal de 13h présenté par Alvorassa. Il avait pour invité M. Gabriel Ekanzayoman, directeur du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Je vous propose un extrait de leur entretien. Le Centre national de la Côte d'Ivoire est dénommé Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce, en abrégé CNCMR, est un outil sécuritaire qui permet à la Côte d'Ivoire d'anticiper sur toutes les menaces à la sécurité humaine. Ici, l'alerte précoce, c'est ce système de collecte d'informations, de renseignements, suivi d'analyse dans nos locaux, dans notre salle qu'on appelle la salle de situation, en vue de produire donc une alerte dans un rapport adressé à l'autorité qui est le Premier ministre, qui assure donc la tutelle de ce centre-là. La sécurité humaine n'est rien d'autre que mettre le citoyen à l'abri de la peur, du danger et du besoin. Et donc, cette sécurité humaine se décline en plusieurs dimensions, et ce sont ces dimensions-là que nous traitons au sein du centre. Il s'agit de la sécurité environnementale, la sécurité sanitaire, la sécurité politique, c'est-à-dire les droits humains, la bonne gouvernance, la sécurité au niveau des crimes et criminalités, la sécurité et la défense.
Nous sommes bien dans le mois de juin, en pleine saison de pluie en Côte d'Ivoire. Ces pluies diluviennes, vous l'avez remarqué, qui s'abattent sur les populations, causent d'énormes dégâts matériels. Dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera à Toban, une voie très fréquentée au quartier Zinsou menace de céder sous la pression de l'eau. Les populations inquiètes appellent à l'aide. Le témoignage est signé Herman Guivet. Une route presque coupée en deux, une circulation pas toujours évidente et qui se fait à la négociation, un précipice qui à chaque nouvelle pluie prend du volume. Nous sommes à la Riviera à Toban, quartier Zinsou. On ralentit parce que la voie est devenue petite. S'il y a un autre avant, il faut que tu attends qu'il lui passe d'abord. La saison des pluies qui s'abat sur Abidjan ne fait aucun cadeau à cette voie très fréquentée du quartier. Les eaux de ruissellement ont avalé la moitié de la route. L'autre moitié qui tient encore pourrait s'effondrer à tout moment. De quoi troubler le sommeil des habitants du quartier. On a peur. À chaque fois qu'il pleut, le ravin là s'agrandit au fur et à mesure. À telle enseigne que ça a pris un pan de la route. C'était une route à deux voies. Aujourd'hui, nous avons une voie. Et la deuxième voie est déjà entamée. Donc on ne dort presque plus. Or, c'est une voie qui dessert 4 cités. Elle est très importante pour nous. Zinsou 3, Laurier 2, Laurier 3, Abri 2000. Le lit causé par les eaux de ruissellement menace l'intégrité physique de la seule école primaire du quartier. S'il continue de s'agrandir, cette salle de classe, ce tableau d'affichage et cette aire de jeu pourraient ne plus exister. Le trou menace même l'école parce que si on n'arrange pas le trou, l'école même risque de s'effondrer. Depuis un certain moment, l'érosion commence à gagner la route. Et bientôt, ça va traverser, ça va atteindre mes magasins. Donc, on est inquiet. Des pneus et des barils pour signaler la présence d'un danger imminent. Malheur au conducteur qui ne fera pas preuve de vigilance. Et en France, le village de Roquefeuille dans l'Aube a aussi les pieds dans l'eau après un violent orage. Près de 20 maisons sont inondées suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la commune hier samedi en fin d'après-midi. Ce dimanche, Météo France a placé 48 départements de l'ouest, du centre et de l'est du pays en vigilance orange. Des vies et des biens peuvent être localement mis en danger selon Météo France qui rappelle les précautions d'usage. Le mois de mai avait déjà été marqué par la fréquence exceptionnelle des orages en France qui n'avait jamais subi autant d'impact de foudre depuis 2000. Ici en Côte d'Ivoire, cette saison de pluie n'altère pas du tout la détermination de l'équipe de la ministre Anne-Désirée Oloto. Elle invite les populations à s'impliquer dans l'opération Grand Ménage qui vise, je rappelle, à assainir notre environnement, notre cadre de vie. L'opération est à sa 16e édition et c'est la commune de Bonois qui a accueilli le lancement officiel de cette édition. La ministre Anne-Désirée Oloto réitère son appel aux bonnes pratiques d'hygiène. Grâce Kando. Bonois, dans la région du Sud Comoé. Nous sommes au Grand Marché. Atrou, vendeuse de poissons, est en pleine activité de sensibilisation sur les notions et réflexes de propreté. Lorsque nous allons finir de vendre, après la vente, nous allons prendre nos balais rapidement, balayer les lieux, ramasser et mettre les ordures dans la poubelle. C'est dans ce marché que chacune de nous gagne son pain pour soutenir son foyer. Plus loin, Bronoukro, ce quartier de Bonois, décide de maintenir le cap de la salubrité, ce qui lui a valu le prix du quartier le plus propre de la ville. Ce que nous avons fait, c'est la sensibilisation d'abord. Et puis après, maintenant, il faut curer les caniveaux pour rendre le quartier propre. Nous avons même fait des poubelles, les bidons d'eau de 25 litres. Nous avons coupé et puis mettre des bois, des tuteurs derrière et puis implanter. Des initiatives qui cadrent avec les objectifs de l'opération Grand Ménage lancée par le gouvernement pour cette 16e édition. Les populations ont été une fois encore sensibilisées sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Le Grand Ménage procède au changement de comportement. À Bonois, les populations sont véritablement engagées dans toutes les couches sociales. La génération au pouvoir ici s'est appropriée donc cette initiative de propreté. À force d'y croire, de nombreux Ivoiriens aujourd'hui ont adhéré à cette initiative. Depuis longtemps, les populations de Bonois font de la propreté leur cheval de bataille. Des amendes sont même prévues pour les actions d'insalubrité. Lorsque nous jetons les ordures
l'eau sale en pleine rue, on vous prend, vous payez immédiatement 5 000 francs. Vous vous soulagez dans les caniveaux, immédiatement vous payez les 5 000 francs. Votre véhicule reste longtemps sur le bitume sans marcher, c'est d'abord 15 000 francs d'amende qui vous est fait. Si vous commencez à percer le tuyau des fosses septiques de vos toilettes et vous les branchez sur les caniveaux, c'est 200 000 francs d'amende. Pendant son passage à Beaunois, la ministre Annou Loto a mis fin aux activités d'une usine artisanale de fabrique d'eau en sachet. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable invite les usines de production et de commercialisation des sachets plastiques à se détourner de cette activité interdite en Côte d'Ivoire. Du côté de Boaké, le marché de Belleville, quartier situé donc au quartier d'Ortois de la commune, est en partie consumé par l'incendie survenu la nuit dernière. Les flammes ont causé des dégâts matériels importants. Heureusement, il n'y a aucune perte en vie humaine. Autre drame, cette fois-ci du côté de Daloa. Un car de transport est parti en fumée ce dimanche 3 juin sur l'axe Daloa-Boisflé. Selon les témoins, c'est aux environs de 8 heures que l'incendie est survenu. Tout a été ravagé par les flammes. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Le car de transport venait de Daloa et était en partance pour Abidjan. Une nouvelle plus gaie à présent. L'école primaire publique du village d'Absabou, Kwassikro, dans le département de Sakassou, a été réhabilitée et équipée en outils informatiques par une entreprise financière à hauteur de 10 millions de francs CFA. La remise officielle de ce bâtiment rénové a constitué une cérémonie parrainée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté par son directeur de cabinet, Charles Tatou. Absabou Kwassikro, c'est dans le département de Sakassou. Le village ne répond pas encore aux critères du programme d'électrification de l'État, mais les cadres jouent leur rôle pour amorcer son développement. Leur dynamisme porte ses fruits. L'école primaire du village a connu son extension grâce au PPU avec la construction de 3 salles de classe en 2015. De même, le premier bâtiment des 3 premières salles de classe, qui date de 1979, en état de vétusté, vient d'être réhabilité par un établissement financier. Coût global des travaux, 10 millions de francs CFA. Les sociétés, qu'elles soient des sociétés bancaires ou autres, ont une responsabilité de création de valeur ajoutée dans un pays. Mais elles doivent se sentir totalement à l'aise dans un environnement qui leur est d'ailleurs favorable, tout en assumant cette responsabilité sociétale et environnementale. Le gouvernement n'est pas électricien, c'est notre prochain défi. Nous allons solliciter des aides avec l'apport des villageois pour essayer de faire l'électrification du village. La cérémonie d'inauguration de ces bâtiments rénovés a eu pour parrain le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté par son directeur de cabinet, Emmanuel Aoutou Kofi. Occasion donc pour les élus et cadres, puis le représentant du Premier ministre de témoigner leur reconnaissance à la structure financière donatrice pour son action citoyenne en faveur de l'école ivoirienne. La politique de formation tracée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a des points de relais dans des villages et c'est un exemple que nous voulons donc saluer ici au nom de M. le Premier ministre. J'exhorte tous les cadres de Sakassou. Chacun peut faire un petit quelque chose pour ses parents. C'est très important. Les cadres ont apporté leur contribution à hauteur de plus de 4 millions de francs CFA pour la réalisation de 2 logements de maîtres et l'équipement de l'école en outils informatiques. Une visite guidée de ces réalisations a ponctué cette cérémonie de célébration de l'école à Absabou Kwassikro. Elle s'appelle Fatem Sui, elle est la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Elle a été élue Miss Côte d'Ivoire 2018, hier samedi à l'Hôtel Ivoire, représentante de la région de Beké avec le numéro 7. Elle a su convaincre les membres du jury et le public avec son teint d'ébène et son discours porteur de grand espoir pour la jeunesse ivoirienne. Nadia Ega et Sachona Yeo. Côte d'Ivoire 2018 est la candidate numéro 7. Allure filiforme, cheveux courts naturels, avec 1m68, Fatem Sui, la représentante de la région du Beké, est la Miss Côte d'Ivoire 2018. Avec 15,51% des voix,
Elle succède à Manyalia Bané, Miss Côte d'Ivoire 2017. Étudiante en deuxième année de communication d'entreprise, 19 ans, la reine de la beauté 2018 veut consacrer son mandat à la sensibilisation des jeunes filles contre les grossesses en milieu scolaire. Je pense que la jeune fille doit pouvoir être sensibilisée sur tout ce qui est à risque. Et vu comme ce sujet est d'actualité ces derniers temps, du coup j'ai dit bon, pourquoi ne pas me lancer là-dedans, puisque en Côte d'Ivoire et surtout dans la sous-région, c'est plus fréquent. C'est à l'issue d'un total cumulé entre les notes des membres du jury, représentant 75%, et les votes par SMS du grand public, 25%, que la nouvelle Miss a été élue devant 25 candidates. À l'annonce des résultats, une foule en liesse. Je suis la mère de Suifaten. Vraiment, c'est formidable qu'elle ait gagné. Wow! Là, c'est son frère qui est là. Mais bon, vraiment, on est content, on dit merci au Seigneur parce qu'on est resté en prière et merci à tout ce monde. Je suis vraiment heureuse d'être là et puis je suis fière de la Miss, elle est très belle. Et que vive la Côte d'Ivoire, vive la beauté africaine. Concours de beauté à la recherche de l'excellence. Le comité Miss Côte d'Ivoire n'a pas voulu rester en marge de l'épineuse question de l'immigration clandestine. Cette année, nous avons choisi le défi de la jeunesse face à l'immigration clandestine. Et comme c'était un thème d'actualité, nous l'avons choisi afin de véhiculer ce message, empêcher nos frères de partir à l'extérieur. La Miss Côte d'Ivoire 2018 sera assistée dans son mandat par 4 dauphines. Comme récompense, elle recevra 10 millions de francs CFA, une voiture, un voyage d'une semaine tout frais payé à Paris et une participation aux concours internationaux en tant qu'ambassadrice de la beauté ivoirienne. Miss Côte d'Ivoire 2018 avait pour marraine la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, représentée à cette cérémonie par l'épouse du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Sur la scène politique à présent, le RPCP Renouveau pour la paix et la concorde adhère au RHDP. Nous avons eu au téléphone la présidente du parti, Henriette Lagou. Je vous propose de l'écouter. L'adhésion de notre parti, le RPCP, le Renouveau pour la paix et la concorde au RHDP. Depuis un moment, nous avons été en pourparlers avec les responsables du RHDP au plus haut niveau. Et aujourd'hui, nous avons rencontré le président de la conférence des présidents du RHDP et ça a été chose concrétisée. Donc, nous avons reçu notre lettre d'admission au RHDP. Le RPCP, nous sommes admis à être dans la plateforme RHDP, le rassemblement des opérateurs pour la démocratie et la paix. Hors de la Côte d'Ivoire, près de 47 corps de migrants ont été repêchés et 68 ont été secourus au large du sud de la Tunisie. C'est dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'une embarcation de migrants a été repérée alors qu'elle était sur le point de couler. Les opérations de sauvetage sont en cours. Une soixantaine de personnes portées disparues. La Marine nationale et la garde maritime s'activent donc pour les retrouver. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Herman Guivet. Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans papier salué en héros après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide. Il a été régularisé et naturalisé français sur décision du président Emmanuel Macron. Après leur rencontre lundi dernier à l'Élysée, filmé par des passants, l'acte spontané de Mamoudou Gassama a été vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. Dernier jour d'inspection des électeurs au Zimbabwe avant les élections générales prévues en juillet. Lors de l'inspection des listes électorales, les électeurs ont pu vérifier leurs détails d'identification personnelle et s'assurer que leurs noms sont bien inscrits dans les bons centres de vote. Des milliers de travailleurs du secteur pétrolier ont manifesté devant le siège de Petrobras à Rio de Janeiro au Brésil au premier jour d'une grève de 72 heures. Le tribunal supérieur du travail avait tenté mardi dernier d'empêcher cette nouvelle grève, la considérant comme illégale et abusive.
L'ONU a lancé jeudi dernier un appel urgent aux donateurs internationaux s'étant engagés à participer à son programme d'aide aux réfugiés syriens, affirmant qu'elle n'avait reçu qu'un cinquième des financements demandés. Le directeur régional du Programme alimentaire mondial, le PAM, Muhammad Hadi, a exprimé sa gratitude pour tout le soutien fourni par les donateurs, insistant toutefois sur l'importance de la poursuite de ce soutien jusqu'à ce qu'une solution politique soit trouvée au conflit qui ravage la Syrie depuis 2011. Le président chilien Sebastián Piñera a prononcé son premier discours sur l'état de la nation annonçant des réformes des régimes de retraite chiliens. Nous allons réformer en profondeur le système de retraite, améliorer progressivement les retraites de tous les Chiliens à travers une augmentation des cotisations, a-t-il déclaré. L'opposition au Mali a réclamé la démission du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga après la répression samedi dernier d'une manifestation interdite qui a fait, selon elle, une trentaine de blessés à 2 mois de l'élection présidentielle. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré suivre avec préoccupation l'évolution de la situation au Mali, où il vient d'effectuer une visite les 29 et 30 mai dans la capitale, Bamako. Quelques 1,7 million d'électeurs slovènes votent ce dimanche pour des législatives où l'ancien Premier ministre conservateur, Janez Janša, espère signer son retour au pouvoir après avoir agité le spectre d'une invasion migratoire vers ce pays de la zone euro situé sur l'ancienne route des Balkans. Le Premier ministre slovène sortant, Miro Cerar, a également voté pour les élections législatives anticipées. Retrouvez ce journal sur les www.rti.ci. Très belle soirée sur RTI 1.